Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. On les essaye avec nos spécialistes. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de Ma Voiture Idéale. Cédric Fréhour est avec nous. Bonjour à vous, Cédric. Bonjour. Fondateur de la chaîne YouTube Sans Bornes et vous êtes aussi chroniqueur auto au journal Les Échos. Et Mélina Priam qui nous a rejoint comme tous les dimanches. Bonjour à vous, Mélina. Bonjour. Journaliste à l'Auto Journal. Aujourd'hui, on essaye pour vous la Honda Civic. Vous l'avez adorée, Mélina? Oui, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est une voiture que j'aime bien, c'est une voiture pour moi qui est à la fois simple parce que c'est une hybride simple, donc comprendre une hybride non rechargeable, et moi je trouve que c'est les bienfaits de l'hybride sans prise de tête, sans vouloir faire un mauvais jeu de la prise mots. de tête c'est la recharge, on a compris. C'est ça. Non mais voilà, c'est une auto qui est vraiment plaisante, il y a un gros progrès qui a été réalisé sur la transmission, parce que c'est vrai que les hybrides simples sont souvent équipés de boîtes qu'on appelle CVT à variation continue et qui ont toujours un espèce d'effet un peu mobilette. Oui. Qui peut être désagréable. Là, les ingénieurs Honda, il faut le rappeler, sont de très bons ingénieurs. Honda, c'est vraiment une marque de motoristes. Ils ont créé, enfin je vais essayer de simplifier les choses, ils ont créé, on va dire, des rapports artificiels. Donc on a vraiment la sensation de passer des vitesses, ce qui n'est pas le cas techniquement parlant, mais le conducteur a cette impression-là. Et ça apporte un agrément. Et moi, c'est une auto que je trouve plaisante. Elle a un très bon châssis. Bon, là, en version hybride, la seule qui, pour l'instant, commercialisée en France, c'est une 184 chevaux. C'est ce qu'il faut. Pourquoi c'est ce qu'il faut, 184 chevaux? Mais parce qu'aujourd'hui les voitures sont un peu lourdes. Voilà, c'est pour avoir un agrément, c'est plutôt voilà. Si vous voulez de la puissance, il faut 184 chevaux. Voilà, c'est une puissance correcte. Ça en fait pas une sportive, mais sauf qu'il y a quand même un très bon châssis. On sent que la voiture a été aussi pensée pour une version sportive qui sera la Civic R et qui existera. Et puis c'est une voiture pas très cher, qui reste abordable pour ce qu'elle offre en tout cas, parce que c'est un prix de berline compact, donc type Mégane 308 & Co. Mais vous avez une voiture qui a toujours été positionnée en termes de gabarit un petit peu au-dessus, donc qui est beaucoup plus spacieuse, qui est plaisante et puis plus agréable, si j'ai compris. Agréable, oui, moi j'aime bien. Alors après voilà, il y a beaucoup de gens qui vous diront c'est classique, c'est une berline un peu familiale, c'est pas très sexy, c'est pas un SUV, mais voilà, mais moi j'adore la position de conduite. Alors voilà, c'est une position de conduite de berline, les fesses un peu près du sol. Oui. Moi, j'adore. Vous êtes bien comme ça. On va donner la parole au pessimiste de la bande, Stanislas Laroumet. Eh bien, vous vous trompez. Je suis très optimiste aujourd'hui. Non. Je suis complètement d'accord avec Mélina. C'est une super voiture. Et alors, pour la petite histoire, la Civic, c'est un peu la Golf japonaise. Ouais. Elle est sortie en 72, donc elle fête ses 50 ans cette année. 27 millions d'exemplaires. C'est la 11e génération. Non, mais c'est une super voiture, comme disait Mélina. Châssis super. Et puis, il faut savoir que Honda... Arrêtez-vous là-dessus, d'ailleurs, parce que vous êtes des spécialistes de l'automobile. Il n'y a pas une seule voiture qui roule sur une route française que vous n'ayez pas essayé. Ça veut dire quoi, un bon châssis? Un bon châssis, c'est une voiture qui tient très bien la route, avec une direction fidèle, c'est-à-dire qu'on sait exactement où on va poser son train avant, qui a un comportement routier assez sain, bien sûr, et puis aussi assez... vivant, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser un peu avec la voiture. Elle va pas prendre de roulis en virage, etc. Elle va pas plonger au freinage ni se cabrer à l'accélération. On peut s'amuser. Ça rappelle un peu, tu parles toujours de Peugeot, mais ça rappelle un peu une Peugeot, la Honda Civic. Et là où je suis encore d'accord avec Mélina, je suis très souvent d'accord avec Mélina, c'est que les ingénieurs Honda sont extraordinaires. Il faut savoir que Honda ne fait absolument rien comme tout le monde. Il faut faire de l'hybride, et ben on va trouver un nouveau système. Ils font pas comme du Toyota, ils font pas comme Renault, ils font pas comme Hyundai ou Kia. En quoi c'est un système différent? C'est un système différent parce qu'il y a deux moteurs électriques qui sont alimentés par une batterie qui est elle-même alimentée par un moteur thermique. En fait, il y a peu de cas où le moteur thermique va être en relation directe avec les roues. Donc ça fait qu'en fait, on roule avec une voiture électrique, mais on entend toujours le moteur thermique avec cette espèce d'agrément un peu artificiel où, en effet, on a l'impression que les rapports se passent alors que c'est une transmission à variation continue, à rapport unique. Donc normalement, on ne devrait pas le sentir. Voilà. Non, mais c'est ça qui c'est vachement bien. Moi, j'ai adoré. Ça vous redonne la sensation de la voiture classique. Cédric Fréhour. C'est une très grande compacte. C'est la plus grande des compactes. Donc il y a de la place, c'est ce que disait Mélina. Oui, il y a de la place, mais 4,50 m pour une compacte, c'est vraiment très grand. 55 même. 55. Et certains d'ailleurs de se demander
si c'est pas une sorte d'usurpation. Parce que normalement, on atteint la catégorie supérieure. Oui. Donc on se dit, mais en fait, elle est pas dans la bonne case. Pourquoi elle est aussi grande? Parce qu'en fait, son marché, c'est le monde entier. Elle est très présente en Amérique du Nord. Et les Américains l'apprécient beaucoup. Donc nous, les Français, en fait, le marché français, on subit un petit peu ce goût international. Pourquoi je dis goût international? Parce que la Civic, Stanislas le faisait remarquer, c'est une des plus anciennes voitures du monde, une des plus vendues au monde. Oui. Et à chaque fois, ils changent la carrosserie. C'est-à-dire que c'est un peu comme chez Citroën. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait... Elle ne doit pas ressembler à la voiture qui porte le même nom qu'elle. Et alors là, Mélina le disait, certains critiquent un petit peu son côté berline. Chez Honda, il y a eu des générations de Civic, mais qui étaient merveilleuses. Il y avait de la création, il y avait du génie, il y avait des mecs qui s'enflammaient. Là, ils se sont un peu endormis. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va faire tout sage. Alors, elle a quelque chose... C'est la première fois que vous êtes le plus critique des trois, quand même. J'ai pris ce rôle-là parce que j'ai vu que tout le monde en sensait. Donc je me suis dit, on va distribuer les cartes. Donc elle vous ennuie. Ils m'ont refilé les critiques, en fait. Oui. Tu vois, c'est ça. C'est logique. Donc la Honda Civic, dernière génération, vous ennuie plus que celles qui l'ont précédée. Alors, quand on regarde l'ensemble du panel, effectivement, de la gamme Civic depuis 72, il y en a eu qui étaient flamboyantes, celle-ci les moins. À l'intérieur, voiture d'ingénieur, c'est-à-dire qu'effectivement, tout est bien construit. C'est japonais. Ils détestent lancer une automobile dont ils n'ont pas vérifié le moindre boulon. C'est rassurant pour les Français. Et ça, c'est génial. Sauf que c'est pas ce qu'il y a de plus contemporain. Donc, à une époque où tout le monde vénère les écrans, quand on rentre dedans, c'est assez élémentaire et basique. Oui. Démodé. C'est un petit peu daté. C'est un peu démodé et c'est surtout pas forcément très ergonomique. Oui, Ils ont quand même c'est bien mieux qu'avant. Mais il y a de jolis boutons. Le bouton de réglage de clim. Les aérateurs sont vachement marrants. Ils sont carrés, mais ils sont dessinés. Vous allez regarder. Joliment dessiné. Pas ergonomique, mais joliment dessiné. Exactement. Et ça crée quand même une ambiance. Après, il y a une forme de sportivité. C'est drôle, ils sont schizophrènes chez Honda. Ils font à la fois des voitures de père de famille hyper simples, géniales et tout ça qui consomment pas beaucoup. Puis à côté, ils font une type R. Genre le japonais qui va boire son saké à la fin de la sortie. Et boum, il explose les compteurs. Donc il y en a pour tous les coups. Il y en a pour tous les goûts, pardon. Tiens, lapsus révélateur. Mélina Priam, le rapport qualité-prix, vous aviez dit qu'elle n'était pas si chère pour une voiture de sa gamme. Non, elle n'est pas très très chère parce que effectivement, surtout si on considère que c'est une grande compacte, donc spacieuse, bien équipée. Les prix démarrent à 32 400 €. Avec un peu plus d'équipement, une finition supérieure, on est à 35 000 €. Et on a tout, on a un équipement complet. Avec certes des dispositifs qui sont pas toujours les plus évidents, je parle pour tout ce qui est technologie embarquée, mais qui fonctionnent, qui sont là, qui sont même parfois moins intrusifs que, donc, de mon point de vue, plus agréables, moins intrusifs que certains concurrents. Et voilà, vous avez une voiture qui vous en offre un peu plus que les compacts classiques en termes d'habitabilité, de confort. Ça reste une voiture aussi, il faut le noter, à la fois efficace au niveau de son châssis et confortable. En un mot, qui suis-je si jamais je suis la cible sur le marché de la Honda Civic? Quelqu'un de très pragmatique, parce que vous ne pouvez pas faire plus pragmatique. Alors après, comme l'a dit Mélina, avec des soucis un peu d'ergonomie, parfois douteux, mais c'est une voiture qui répond à énormément de besoins. C'est grand, c'est confortable, il y a un grand coffre. 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 Gigantesque. Il fait pas 500 litres. Et ça consomme rien du tout. J'ai fait 6,4 litres de moyenne sur 300 km à vive allure sur autoroute. Et oui, c'est à vive allure. Alors, on ne racontera pas l'allure à laquelle vous l'avez utilisée. Vous mettez la vivacité où vous voulez. Exactement. En tout cas, c'est l'essentiel. Merci pour cet essai. Stanislas Aroumé, qu'on entendait à l'instant, Mélina Priam et Cédric Fréhou. On vous retrouve dimanche prochain à la même heure pour un nouvel essai croisé sur Sud Radio avec Mobility TV. Sud Radio Auto, essai croisé. Toutes les actualités sur le marché de l'automobile et tout plus simplement sur votre vie quotidienne. Vous êtes nombreux à nous écouter sur Sud Radio. Vous habitez parfois en zone périurbaine. C'est pas complètement la banlieue, c'est pas encore complètement la campagne. Vous avez besoin d'une voiture, mais ça vous coûte cher. On va en parler avec notre invité Patrick Robasson-Claf. Bonjour à vous. Bonjour Aurélien. Vous êtes PDG de Citigo. Citigo, présentez-nous l'entreprise d'abord en quelques mots. Citigo, c'est la première plateforme de covoiturage urbain pour se déplacer de banlieue à banlieue ou centre-ville. On vise tout type de déplacement pour aller au cinéma, voir un peu de culture au musée, voir ses amis,
Et puis, bien sûr, pour aller au travail ou rentrer du travail chez soi. Effectivement, donc ça c'est logique. Vous publiez une étude qui analyse le lien entre les inégalités sociales, selon que je suis plus ou moins riche ou plus ou moins pauvre, et la mobilité, c'est-à-dire la manière dont on se déplace, notamment dans l'Île-de-France, on va dire en grande couronne, la zone périurbaine. Et concrètement, plus on est pauvre, plus on a de mal à se déplacer. Exactement. Dans notre étude, on a pu constater que dans les villes, dans les quartiers, où le chômage est 2 fois plus élevé, le moyen de transport est 2 fois plus difficile, ce qui est assez incroyable. Donc, les personnes qui habitent et qui ont besoin de se déplacer pour aller, bien sûr, travailler, voir leurs amis, faire du shopping... sont celles qui ont le plus de mal. Alors il y a une logique à ça effectivement, puisque mieux vous êtes connecté au centre-ville ou aux endroits où vous travaillez, mieux vous êtes connecté aux transports en commun par exemple, plus le logement coûte cher. Donc si vous êtes plus pauvre, vous allez habiter là où vous êtes le moins bien desservi. Exactement, et en plus c'est quelque chose qui se répète quotidiennement, année après année. On met un métro, l'immobilier augmente, les gens vendent et se déplacent plus loin. La gentrification, on voit arriver ceux qu'on appelle parfois les bourgeois bohèmes, les bobos, sans le dire de manière caricaturale, et ceux qui n'ont plus les moyens de se loger là vont habiter plus loin. Sauf que comment ils font pour se déplacer? Ils essayent d'acheter une voiture, mais c'est quand même pénible. En plus, la circulation n'est pas toujours très facile. Absolument. Mais surtout, il faut payer l'entretien et l'essence pour ces véhicules. Exactement. Donc on se retrouve avec le prix du carburant, on se retrouve avec le prix de l'énergie, on se retrouve avec le confort de vie, parce qu'effectivement, ça vaut aussi pour, je sais pas, la Haute-Garonne, par exemple. Si vous devez traverser la rocade de Toulouse à l'heure de pointe, vous allez passer des heures et ça va être compliqué. Donc, en gros, la voiture est un marqueur des inégalités particulièrement criant. Et ça, c'est ce que vous nous confirmez aujourd'hui. Tout à fait, d'autant plus que c'est un budget important, c'est 30 à 40% du budget des personnes qui sont dans ces quartiers moins huppés, et ça fait mal quand même tous les mois. Effectivement, ils ne peuvent pas se déplacer d'une manière différente. Est-ce que vous constatez un renoncement progressif à la voiture? Vous le dites, ça coûte cher. On est en crise économique, en tout cas on est en crise de l'énergie, c'est-à-dire que le carburant est de plus en plus cher, les salaires n'augmentent pas aussi vite que le carburant concrètement. Est-ce que vous constatez des gens qui abandonnent la voiture? Alors qui abandonnent la voiture, non, mais qui se déplacent moins, oui. Quel type de déplacements sont impactés alors? Ça va être les déplacements non critiques, donc peut-être pour aller voir quelqu'un de sa famille, aller voir un concert, un spectacle, ou essayer de trouver quelque chose de beaucoup moins loin parce que ça va coûter cher. Ça va coûter de plus en plus cher. Est-ce que cette étude vous donne un constat plutôt pessimiste en ce qui concerne les populations qui sont concernées? Alors, non, très simplement. D'autant plus que je suis un grand optimiste sur la nature humaine. Bien sûr. C'est qu'il trouve des solutions. Justement. Et dans ces solutions, c'est vrai que le vélo électrique a permis de faire beaucoup de choses. Ouais. Je prêche un peu pour ma paroisse le covoiturage. C'est là, dans ces quartiers défavorisés, moins favorisés, qu'on retrouve le plus grand nombre de covoiturage. Et aussi le système D, on va essayer d'y aller à plusieurs, ce qui permet de diviser le coût. Quelqu'un vous dépose à la gare de train, la gare SNCF d'à côté, et donc vous voyez une augmentation du covoiturage, même si vous prêchez pour votre paroisse, ou alors une augmentation du recours au vélo électrique. On parle de quel type de trajet, quelle distance à peu près? Alors le covoiturage en moyenne c'est 25 à 30 km, donc c'est quand même... C'est le déplacement moyen, assez bien. Oui. Et tout ça pour éviter 2 à 3 changements de métro, transport, bus, qui sont vraiment grosse source de stress. On ne sait pas si ça va être à l'heure, s'il va y avoir une panne, un problème, voire bondé de monde quand on arrive. Donc la voiture, en tout cas du voisin ou alors de celui qui vous déplace, est quand même plus fiable que le train. En tout cas, on sait qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Comment on partage les coûts dans cette situation? Puisque vous en avez un ou une d'ailleurs, qui met sa voiture à disposition des autres. Il a toujours l'assurance, il a toujours le plein, il a toujours l'entretien, et c'est lui qui a acheté la voiture. Tout à fait. Le coût, c'est soit vous partagez en liquide de la main à la main, via l'application de Citigo, c'est d'ailleurs également possible, soit vous passez uniquement par l'application, où là, c'est par carte de crédit et chacun retrouve ses... Et là, on a une formule équitable qui permet à tout à chacun, justement, de pouvoir se déplacer plus facilement. Tout à fait. Vous constatez une augmentation très forte du covoiturage sur 1 ou 2 ans, ou depuis, par exemple, le début de l'explosion du prix du carburant ou pas? Alors paradoxalement non. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement les conducteurs sont plus motivés, mais je pense que à l'inverse, il y a eu un ralentissement de ces besoins de déplacement non essentiels.
pour compenser le coût de la vie. Donc on a sacrifié certains déplacements ludiques notamment, ou alors malheureusement aussi familiaux tout bêtement. Tout à fait. Donc vous, si vous avez un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio et à qui ces déplacements coûtent cher concrètement aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à passer au covoiturage quand ça vous est possible. Il y a des solutions de plus en plus simples et ça se démocratise. Exactement. Voilà. Ou alors au vélo électrique par exemple. Voilà, c'est un très bon moyen. En plus, on garde la forme en faisant ça et puis c'est assez sympa. Bon. Comme quoi vous restez optimiste. On va rester optimiste. Merci beaucoup d'être venu nous le dire, en tout cas sur Sud Radio, ce dimanche matin. Patrick Robinson-Claf, je rappelle que vous êtes le PDG de Citigo. Tous ceux qui veulent se renseigner sur Citigo, une application, il y a un site internet également. Exactement. Et comme ça, vous verrez que vous pouvez aussi partager votre véhicule. À bientôt.